Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, pour nos échappées belles, je suis partie à la recherche d'un endroit où nous pourrions nous ressourcer. Un milieu préservé, une montagne vivante et sauvage. Eh bien, figurez-vous que cet endroit existe. Cette petite pépite, je l'ai trouvée ici, dans les Alpes françaises, sur le territoire de Loisan. Entre Hautes-Alpes et Isère, c'est du côté isérois que nous allons surtout regarder. Nos escapades nous pousseront aussi un peu plus loin, jusqu'à Uriage-les-Bains, pour vous montrer d'autres richesses de l'Isère et rencontrer celles et ceux qui en sont tombés amoureux. Et pour commencer, nous retrouvons Erin, qui est guide de haute montagne et originaire des États-Unis. On s'envole avec elle vers une citadelle de glace et de granit, la Meije. Point de départ, le téléphérique de la Grave et le glacier de la Girose. Et c'est parti, Erin. Yes. Souvent, les gens ils disent, mais comment t'as trouvé ici, le Seattle? Oui, parce que tu viens de Seattle et c'est ici que tu es vraiment loin. Ouais. Tombée amoureuse. Tu as des belles montagnes dans ton pays, mais celles-ci, elles sont magnifiques. On va grimper jusqu'à quelle altitude? On va grimper jusqu'au 3004, à peu près. Et le point culminant ici? Pour la Meije, ça c'est 3983. Ouais, c'est presque 4000. C'est ça. Bienvenue dans ces nouvelles échappées belles qui commencent en bonne compagnie avec toi, Erin. Dans le massif de Loisan, il y a de jolies montagnes, de beaux lacs, une flore colorée et une faune riche. On est juste en face de la réserve intégrale. C'est là qu'on va essayer d'étudier comment évolue la nature sans homme. Il y a surtout des passionnés qui prennent soin de ce trésor. C'est vrai que c'est un oiseau qui est majestueux, qui est magnifique et qui s'approche relativement près. Donc, au bout de la 100e fois qu'on le voit, on est toujours émerveillé devant cet oiseau. Ces alpages sont en train de devenir tout doucement une forêt. C'est ce qu'on appelle la fermeture des milieux. Mais quelques surprises attendent Sophie Jobillard. Alors quand on se balade avec un éleveur dans l'Oisan, on s'attend à trouver des troupeaux de moutons, des troupeaux de vaches. Mais chez toi, Didier, il y a un petit truc en plus, si j'ose dire. Ça, c'est ce qu'on appelle un hérisson, parce qu'il y a du quartz de tous les côtés. Ah, moi, c'est vraiment un truc qui me rend dingue. En Oisan, ils ont trouvé leur nirvana. Moi, je pense que je suis partie pour faire ce métier un bout de temps. C'est une vraie source de bonheur. C'est la vie dont je rêve. Ici, c'est la beauté, quoi. Donc, je crois que je suis tombé en amour, comme disaient les Canadiens, de cet endroit. L'hiver, je fais du ski et du snowboard. En été, je pratique le skateboard, la track freestyle et le vélo de route. Un voyage qui a du souffle, mais aussi du croquant. Tu vas t'en servir de cette carotte là? Non, pas de sel. Merci. Et du fondant. Alors à Bourdoisan, là, c'est quoi les spécialités? Les tartes de Loisan, à base de myrtille et crème chibouste. Bon appétit. Oh la régalade. C'est bon. C'est bon. Alors là, on va s'équiper, on va mettre les baudriers. Tu vas mettre un pied là. Pour qu'on reste vraiment attachés l'une à l'autre. C'est ça. C'est un peu comme une ceinture dans une voiture. La sécurité avant tout. Ah bah ça fait longtemps que j'ai pas mis les raquettes. C'est vrai, c'est plutôt à ski que tu préfères découvrir ces montagnes? Moi, je suis un skieuse à la base. Ouais. Là, on a vraiment les premières neiges de la saison. Les pistes ne sont pas encore ouvertes. Ouais. C'est la première neige de l'hiver, là. Je crois que j'ai pas le même souffle que toi. C'est normal, moi j'habite en altitude. Tu fais bien là. On y est vraiment presque. Encore 10 pas et c'est fini.
Bravo Sophie. Merci Irène. Trop bien. Bien joué. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Ici, c'est vraiment une frontière, hein, une frontière naturelle entre plusieurs massifs. Ouais, ouais. Vraiment, en fait, ici, on est vraiment juste à côté de la frontière pour le Parc national des Écrins. Et on est aussi vraiment la frontière pour les Alpes du Nord et du Sud. Entre montagne et vallée, c'est vraiment un endroit superbe. Avec la Meije, qui est un peu la reine des Meiges. Bon, je sais que tout le monde fait cette blague. Et pourquoi on l'appelle comme ça, la Meije? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Meije, c'est un mot patois, ça veut dire midi, en fait. C'est quand même dingue que ce soit une Américaine qui me traduise un mot de patois, quoi. Toi, c'est plus qu'une histoire d'amour avec ces montagnes. Aux États-Unis, vous avez quand même de magnifiques montagnes, ici, mais non, c'est ici, toi, que tu as décidé de vivre. Oui, j'ai tombé amoureuse avec cette montagne-là. Et elle est juste trop belle. Et en fait, aussi, avec l'ambiance d'être au village, vraiment au pied de la Meije, ça, c'était quelque chose que nous, on a les belles montagnes aux États-Unis, c'est sûr, et il me manque souvent. Mais en fait, on n'a pas des villages vraiment au pied, comme ici. C'était vraiment ici que j'ai trouvé un endroit que je peux passer ma vie, quoi. Alors là, Sophie, on est bien dedans le glacier Gyros. On a plus des sculptures, les fleurs, petit ours. C'est un sculpteur qui vient chaque saison et c'est incroyable. C'est vraiment intéressant d'être dedans le glacier parce qu'on voit bien les couches qui se forment chaque année. En fait, les glaciers, c'est vraiment la neige de l'hiver. Et après, l'été, ça fond un petit peu. Et après, la saison d'après, il y a plus de neige. Comme ça, après, avec la pression et la gravité, en fait, ça devient de glace. Quand c'est 80% glace et 20% de l'air. Et après, ça fait des couches chaque année. Oui, couches successives qu'on voit là, ici, hein, comme tu me le disais. Avec des couleurs différentes, des lignes. Alors c'est intéressant vraiment d'être ici parce que je parlais d'une montagne vivante. Et là, d'être au cœur du glacier, on sent qu'il est vivant. Ça bouge, un glacier. Ah, oui. Chaque saison, il y a des fissures qui se forment avec de tension avec la glace. Et ça on s'appelle les crevasses. C'est intéressant pour toi de faire découvrir ce glacier en venant à l'intérieur du glacier, comme si on entrait vraiment dans ses entrailles, parce que ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur sa fragilité. Oui, parce que c'est bientôt fini, ça. Peut-être dans 80 ans, c'est fini les glaciers dans les Alpes. Ici, à la Grave, ils sont plus petits, alors ça va être vraiment plus tôt que ça. Ouais. Profitons-en et essayons de continuer à le préserver. Voilà. Ouais. Donc là, on va bientôt être à 2000 mètres à peu près. Voilà, puis on va avoir une jolie vue. Dans l'Oisans, il suffit de marcher quelques kilomètres pour s'immerger dans une nature sauvage et partir à la rencontre d'une faune majestueuse. Non, mais là, c'était un cresserelle. Là, il est magique. Cathy est spécialiste des grands rapaces. Aujourd'hui, elle accompagne un groupe à la recherche d'une espèce rare, le gypaète barbu. Il plonge, ça y est, il est dans l'herbe. Ça, c'en est un, Martine. Là, juste là. C'est des gypaètes. Je crois qu'il y a 3 gypaètes là. Ils sont en train de se bagarrer en vol. Non, on a de la chance. Le gypaète, au début du XXe siècle, il a été complètement exterminé. Hein. Donc dans les Alpes, il n'y en avait plus du tout. Les gens le chassaient. Alors après, pourquoi? Il y avait un peu comme des légendes. Voilà, c'était un oiseau qui était grand, qui faisait peur. Sa couleur orangée, il l'apprend en se baignant dans des mares ferrugineuses. Alors les gens disaient qu'il se baignait dans le sang de ses victimes.
Depuis 30 ans, le gypaète fait l'objet d'un programme de réintroduction. 300 individus ont été relâchés dans les Alpes et la population augmente doucement chaque année. Cathy les observe un à un pour les recenser précisément. Prendre des photos, ça va nous aider à déterminer l'âge, s'ils ont un signe particulier, pour ne pas les confondre après avec d'autres oiseaux. Et pour mieux comprendre le comportement de l'espèce, les animaux relâchés sont équipés de GPS. Ça va permettre, nous, de savoir si les oiseaux sont toujours vivants, de savoir les trajets qu'ils font, parce que du coup, on s'aperçoit que pendant les 3 premières années, ils vont très très loin. Et du coup, on peut retrouver des fois un oiseau blessé qu'on va pouvoir guérir et relâcher. C'est vrai que c'est un oiseau qui est majestueux, qui est magnifique et qui s'approche relativement près. Donc on est toujours, même si c'est au bout de la 100e fois qu'on le voit, on est toujours émerveillé devant cet oiseau, quoi. Assurer la bonne cohabitation de l'homme avec la faune et la flore sauvage, c'est le rôle des agents du Parc national des Écrins. À la fin de l'été, quand les bergers commencent à quitter la montagne, ils montent dans les alpages pour faire un état de la végétation après le passage des brebis. Il y a quelques traces. En regardant un peu, on voit que la végétation, il y a quelques petites pointes qui ont été mangées, mais donc il y a des traces de passage, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Partout où elles sont passées, ils évaluent la quantité d'herbe qu'elles ont prélevée. Ces mesures permettent de garantir un équilibre, favoriser la biodiversité tout en empêchant la forêt de coloniser les prairies. Ces alpages sont en train de devenir tout doucement une forêt. On voit derrière moi qu'il y a des arbres qui sont en train de pousser sur les barres les moins accessibles, qui sont en train de coloniser. On voit en face des langues avec des arbustes qui sont en train de s'installer. C'est ce qu'on appelle la fermeture des milieux. Il ne faudrait pas que la surface forestière gagne plus de terrain, ça ne serait plus un alpage. En grignotant les jeunes pousses, les brebis limitent la croissance de la végétation. La présence des troupeaux permet de maintenir un équilibre. À l'approche d'intrus, les chiens viennent aux nouvelles. Viens voir doucement, non, ça c'est... Mylène est bergère. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien, ouais. Et vous? Avec son compagnon, elle vient de passer son premier été dans le vallon de l'Anchatra, à 2000 mètres d'altitude. Le groupe s'assure qu'elle s'est bien acclimatée à cet alpage et qu'elle n'a pas subi d'attaque de loups, très présents dans la région. Vous avez eu de la prédation un peu ou pas du tout? Non, pas du tout, je crois. Sur notre troupeau, non. Pas du tout de prédation. Après, il nous reste 10 jours encore et on est les derniers en montagne, donc on croise les doigts. Ouais. Nous, on se dit qu'on est passé un peu à travers, sûrement grâce aux moyens de protection qu'on a mis en place. En plus de son chien de conduite, Mylène s'est entourée de patous, des chiens de protection qui veillent sur ses 250 brebis. On a choisi de faire vraiment meute, en fait, d'avoir vraiment une meute présente avec le troupeau. Et donc on a 6 chiens de protection. C'est sûr que c'est des grosses contraintes, la présence du loup. Nous, ça a un gros impact sur notre métier et sur la façon dont on va gérer nos brebis. Après, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Il est là, il partira pas. Donc nous, on arrive, on n'est pas chez nous, en fait. On débarque, il y a d'autres espèces qui sont déjà là, c'est chez elles, en fait. Et on doit cohabiter. Donc on est dans cette optique-là, se protéger par le vivant, quoi. Protéger du vivant par le vivant. Nino! Viens, Nino, viens. Moi, je pense que je suis partie pour faire ce métier un bout de temps. C'est une vraie source de bonheur, quoi. C'est la vie dont je rêve. Oui, Rune, on a troqué nos raquettes pour des vélos. C'est très bien comme ça. On a laissé la neige, on retrouve
La vallée. Oui, moi j'aime beaucoup le vélo, le VTT en particulier. Moi je suis monitrice de VTT à la Grave et le vélo c'est vraiment important pour moi. Ouais. Alors, il n'y a pas que le ski, le vélo, la raquette, la rando dans ta vie. Il y a aussi les voyages et les expéditions. Oui, bah, comme guide, les saisons qu'on travaille beaucoup, c'est l'hiver et l'été. Et sinon, le printemps et l'automne, avec Benjamin, mon compagnon, on essaye de faire des expéditions pour nous. On a fait d'escalade en Chine, on a skié en Alaska, dans les Himalayas aussi. Et, ouais. Et sinon, bah, y a l'Oisan. Oui, exactement. Il y a quelques saisons, les automnes par exemple, on a essayé de juste grimper en France et découvrir ce coin incroyable. En fait, c'est vraiment chouette ici. Ouais. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Pascal. Irine. Ça va? Bien et vous? Excellent. Tout est appétissant ici. Hein. Alors on vient se retaper un peu? Bah oui, c'est ça, on a vu la neige. Hein, on a eu un peu froid là-haut. Alors à Bourdoisan, là, c'est quoi les spécialités? Les tartes de Loisan, à base de myrtille et crème chibouste. Crème pâtissière meringuée. Ça sonne. Le pré gentil, qui est la montagne qui est derrière, alors, où on trouve des framboises, la myrtille locale et les noix de Grenoble, parce qu'on est quand même dans l'Isère. Allez, on va la goûter. Ah bah super, c'est gentil ça. Bah. On est bien reçus chez vous. Hein. Oh. Toi, tu connais ces spécialités? Oui, c'est trop bon. Ah bah ça, tu sais, en France, hein, la pâtisserie, la boulangerie. Non, mais ça vient de Seattle, ça. Hein. On a bien fait de venir ici, hein, c'est délicieux. Ah ouais. Bonne adresse. Merci, Irine. On va vous prendre la spécialité de Loisan et une petite souris blanche. Là. Allez. Voilà, mesdames. Merci beaucoup, Pascal. Vive Gladys. À bientôt. Passez une bonne journée. Bourdoisan, entre Grenoble et Briançon, c'est pas seulement la capitale de l'Oisan, hein, c'est aussi la ville des cyclistes. Ah oui, c'est vraiment une capitale de vélo ici. Ouais. Il y a l'Alpe d'Huez. Ouais. Et après, il y a aussi le Fort de Sérène. Aussi, on peut partir ici, faire l'Autereg, les billets. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein, quoi. Ouais. Là, t'évoques des noms qui parlent vraiment aux cyclistes passionnés. Là. Oui. On s'arrête là? Oui. Elle est jolie cette boutique. C'est joli, hein? Trop bien, on est prêtes. Salut Laurent. Salut Irine. Ça va? Ça va et toi? Bien, bien. T'es venu à pied ou en vélo? Bah en vélo, c'est sûr. Moi j'ai pris un vélo électrique. Tu m'accueilles quand même, Laurent? En vélo électrique? Ouais, je sais, la honte. La honte, la honte. Salut. Il est de quelle année le vélo électrique? Oui, il est très très récent. Par contre, les vélos que je vois ici dans ta boutique, là, il y en a certains, ils ont plus d'âge. Hein. Ah oui, bah là on part de 1900 jusqu'à 1980. Et après 90, je m'arrête. Ok, donc passion vélo rétro, toi. Vintage, comme ils disent aujourd'hui. Très bien. Ça, c'est le fleuron du savoir-faire français, la haute technologie de la France des années 70. C'est l'Hirondelle Manifrance. Donc c'est vraiment un vélo de collection, je dirais aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'on était numéro 1 mondial dans la construction et la fabrication du vélo à l'époque. Donc c'est quand même une belle pièce très rare. Professionnellement, j'ai eu plusieurs vies. Oui, je démarre comme employé de banque à Paris. Après, je suis parti en Touraine et de là, j'ai connu le monde de la radio. Et je finis ma carrière sur RFM Alpe d'Huez. Mais ça veut dire que tu aurais pu être chroniqueur sur le Tour de France. Tout à fait. Hein? D'ailleurs, j'ai fait une étape du Tour de France pour RFM et Europe 1 à l'époque.
C'était l'étape contre la montre où Lance Armstrong a remporté cette belle étape. Pour moi, c'était l'époque que j'ai commencé à regarder le Tour de France et de vraiment regarder les montagnes, les routes incroyables ici. Tu regardais le Tour de France depuis les États-Unis? Oui, oui. En fait, ma deuxième saison à La Grave, j'étais ici pendant l'hiver pour le ski. Mais en fait, j'ai amené mon vélo et c'était vraiment de faire la Thèse en montant. Ouais. Et tu as fait les 21 virages. Je vous coupe les filles, excusez-moi, mais ils vont dévoiler le Tour de France. T'inquiète de savoir si ça passe par ici? Bah, espérons. Hein. Est-ce qu'il y aura l'Alpe d'Huez dans le prochain Tour de France avec un passage à Bourdoisan? Ah, ça serait bien. Hein. Alors, on va le savoir tout de suite, là. C'est le direct. Tu as déjà vécu le Tour de France ici? Oui. C'est fantastique. Oui, c'est fantastique. L'épreuve, justement, où Lance Armstrong a gagné le contre-la-montre, il y a eu 1 million de personnes dans la montée. C'est fantastique. Et ça, c'est des gens qui passent par ici? Tous. Lausanne, ça se rapproche. Hein. Vous reconnaissez là les montagnes? Ah ouais, les belles montagnes. Neuchâtel, Morzine, Albertville. Ouais, ça va passer. On n'est plus très loin, hein? Ça va passer Glévier, là. Alpe d'Huez. Le tour passera à l'Alpe d'Huez. Bon, bah, ça va faire du monde dans les rues, ça va faire du monde dans ta boutique. Dis donc, t'es presque mieux en regardant ça, en regardant le tracé. Ah ouais, je suis ému. C'est vrai? Je suis contente d'avoir vécu ça avec toi, avec vous deux. Hein. On sent que ça lui fait plaisir. Merci Erin de m'avoir accompagnée ici jusqu'au lac de Buckley, dans cet endroit que tu aimes tant. Avec plaisir. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Moi, je suis venue ici chercher un endroit où on peut se ressourcer, une montagne préservée, presque sauvage. Pour toi, ce territoire est un lieu un peu à part? Pour moi, oui. En fait, c'est vraiment plus sauvage que les autres endroits dans les Alpes. Vivre ensemble en harmonie avec ces montagnes. Et puis, je découvre, moi, cet endroit sous de bonnes conditions. On a vraiment eu du beau temps. Je sais que parfois, ça peut être un petit peu plus difficile, un milieu parfois plus rude. Hein. Oui, c'est vrai qu'en montagne, ça peut être rude de temps en temps. Le vent, le météo, la neige. C'est ça aussi que j'aime bien ici, dans les montagnes, Oisans, Écrins. Vraiment, il y a des gens forts, avec beaucoup de caractère. Et c'est ces gens-là que j'adore. Et vraiment, ça donne aussi... c'est une terre de champions. Quoi. Ah, une terre de champions. Mais merci mille fois, Erin, de m'avoir amenée merci à toi. dans ce milieu préservé et qu'il le reste longtemps. Encerclé par les plus grands cols du Tour de France, le Bourdoisan vit pour le vélo. 17 fois étape du Tour, ses habitants sont habitués à accueillir des champions cyclistes. Mais l'ambiance aujourd'hui est un peu particulière. Le Bourdoisan accueille son champion, l'enfant du pays. Le cycliste paralympique Florian Jouani revient des Jeux de Tokyo avec 3 médailles, dont une en or. Ravi de revenir parmi vous dans l'Oisan avec ces 3 médailles. Bien sûr, il y a les 3 médailles, c'est une belle récompense, mais la plus belle des récompenses, c'est pour moi de donner de l'émotion au public. Et si j'ai pu retransmettre et vous donner un petit peu d'émotion, bah, voilà, c'est une récompense qui est magnifique.
quoi. Bon, elle est lourde, hein, mais... C'est lourd. Allez, go. Ça fait bizarre parce qu'à Tokyo, juste après les médailles, on ne se rend pas compte de cet impact-là. Et là, on voit que ça touche les enfants un peu de tout âge. Et ça fait chaud au cœur de voir ça. Tout ça, juste pour moi, c'est incroyable. Attends, on va prendre avec ma fille. Alors, je crois que j'ai pleuré plus que lui. Il est juste incroyable. Quand on voit d'où il est venu et d'où il est aujourd'hui, mais c'est juste incroyable. C'est une famille qui était juste autour de lui du début à la fin. Toute cette joie vient récompenser 10 ans d'efforts. À 19 ans, un accident de ski laisse Florian paraplégique. Tac. Du coup, tu m'as remis un peu de graisse là sur les trucs. Ouais, fais attention. Pour les mains, ouais. Passionné de sport, il s'est reconstruit grâce au handbike et sa famille a fait bloc autour de lui. Ok, tac, tac. Florence, sa maman, s'occupe de l'intendance, pendant que son papa, Franck, prend en charge la mécanique du vélo. C'était pas vraiment mon métier de départ, donc du coup j'ai appris sur le tas. On va être pas mal. On s'est reconstruit notre petite famille à travers le sport finalement. Ça a été le fil conducteur. Ouais. On a passé des moments difficiles, hein. Il y a eu des passages compliqués. Mais maintenant, c'est que du bonheur. Bah oui, c'est que du bonheur, oui. Enfin, ça dépend des jours. Hein. En fait, je suis tétraplégique, pour être précis, niveau C6, C7, donc 6e et 7e cervical. Et donc, j'ai perdu la mobilité des membres inférieurs, du tronc, et j'ai également des séquelles au niveau des mains. Et donc, il a fallu que j'adapte mon vélo pour mon handicap. Ça, c'est des orthèses qui me permettent de pallier au manque de préhension de mes mains, que je viens clipser sur les manivelles. Je passe les vitesses à l'arrière de ma tête. En appuyant sur un bouton à droite ou à gauche pour monter et descendre les vitesses. Et puis les freins qui sont au niveau des coudes, les poignées de frein. Donc je freine avec les coudes. Florian s'entraîne 6 jours sur 7 par tous les temps. Le handbike et les efforts qu'il demande participent à son équilibre. Même s'il a dû renoncer au ski, Florian s'épanouit pleinement sur les petites routes de sa région. Aujourd'hui, il grimpe le col de Sarenne, une ascension familière du Tour de France. En Noisan, on a un terrain d'entraînement qui est quand même pas évident, surtout quand on pédale avec les bras, avec beaucoup de grands cols. Mais je pense que ça a joué en ma faveur, notamment à Tokyo, où on avait un parcours avec du dénivelé. Et c'est vrai que je me suis toujours entraîné dans ces cols. Et je pense que ça a été un avantage. David, son partenaire d'entraînement depuis 3 ans, l'a vu progresser sans jamais se plaindre. Même en entraînement, il veut toujours aller faire un peu plus. Et oui, il est impressionnant. Avant chaque grande compétition, les deux amis viennent s'entraîner en altitude, à l'Alpe d'Huez. Bonjour Florian. Bonjour Patricia, ça va? Oui, alors bonne balade? Bah ouais, on arrive du col de Sarenne. Waouh! Patricia a invité toute l'équipe du champion dans son hôtel pendant 3 semaines avant les Jeux de Tokyo. Florian sortait tous les jours, il neigeait, il y avait du brouillard et je me souviens de Florian allongé forcément sur son vélo qui prenait la neige en pleine figure, mais tous les jours. Et j'étais, enfin il faut une telle force de caractère pour arriver à endurer ça. Pour beaucoup, ça semble un calvaire, mais en fait, des fois, je suis sur le vélo, j'ai mal au bras et je me dis, en fait, je repense par là où je suis passé dans les hôpitaux, tout ça.
Et je me dis que si à l'époque on m'avait dit que j'aurais pu être dans un vélo à me plaindre parce que j'ai mal au bras, mais j'aurais signé tout de suite parce que c'est du bonheur. Je suis là en train de pédaler au grand air avec les montagnes, dans les montagnes, alors qu'à l'époque j'étais dans une chambre d'hôpital et c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pouvais rien faire et je savais pas de quoi serait fait demain. Donc aujourd'hui, des fois, j'essaie de me souvenir de ça pour pas oublier par où je suis passé et me dire que la vie, elle est dorée maintenant. Avec sa médaille d'or paralympique, Florian est déjà arrivé au sommet. Mais pour un battant comme lui, ce n'est sans doute qu'une nouvelle étape. Alors quand on se balade avec un éleveur ici dans l'Oisans, on s'attend à trouver des troupeaux de moutons, des troupeaux de vaches. Mais chez toi, Didier, il y a un petit truc en plus, si j'ose dire. Oui. Hein, il y a des grosses bébêtes supplémentaires. J'ai pas de vaches, mais c'est des vaches qui viennent de très loin, on va dire. Voilà. Ouais. Le bison des plaines s'appelle, c'est le bison nord-américain. Et ici, on est dans la grande plaine de Bourdoisan, donc ça convenait tout à fait. Et c'est un animal qui est très robuste, qui résiste bien entre moins 40 et plus 40 degrés. Et voilà, et ici, les anciens appelaient ça la petite Sibérie, donc l'hiver. Et ça peut être très rigoureux, et ça vaut les conditions canadiennes dont proviennent mes toutes premières bisonnes. Je vois que tu as mis ton chapeau de shérif, là, quand le boss arrive. Ouais. Hein, les bisons tiennent prêt. C'est tout un univers, quoi. Je veux dire, c'est la nature, les animaux. On a tous un imaginaire sur le bison des grands espaces, les Indiens, les cow-boys. Depuis 2005, j'ai eu les premiers bisons. Chaque année, j'ai eu des petits. Et aujourd'hui, tu as un troupeau de Et les petits combien? s'appellent les petits bisonneaux. Des petits bisonneaux, Ah, ok. oui. Ouais. Et tu as un troupeau de combien de têtes? Alors là, j'en ai 17 de plus d'un an et j'ai eu 6 petits bisonneaux qui sont nés cette année. Ah là là. Alors tu vois là, C'est impressionnant, hein? on voit une bisonne, après il y a le gros mâle Juste reproducteur. là, ouais. Alors son surnom à lui, c'est Gros Père. Tu vois, il a 10 ans. donc, Pépère. Le Gros Père, il a 10 ans, il fait 800 kilos à peu près. Et puis là, il commence à avoir la laine d'hiver qui commence à repousser. Parce que pendant l'été, le printemps-été, ils perdent toute la laine en se roulant au sol, en se grattant contre des arbres. Et par contre, là maintenant où les premiers froids commencent à revenir, la laine repousse et après ils ont leur doudoune pour tout l'hiver. Alors, je te propose de descendre, on va monter sur notre carrosse On risque agricole. rien, là? On descend quand même au milieu du troupeau. Au cœur du troupeau, c'est ça, la famille, la grande famille bison. Tu vois, c'est vraiment des animaux grégaires, ils aiment bien rester ensemble, en famille. Alors le gros mâle, il fait sa vie, c'est le pacha, personne ne lui dit rien. Puis après, les vrais chefs, c'est les filles. Alors c'est très hiérarchisé, elles sont toujours en train de se mesurer. Il y a le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comment on a réagi là dans l'Oisans quand tu es arrivé avec tes bisons? Tout le monde a cru à un moment donné que c'était qu'une blague, quoi. Et en fin de compte, même maintenant, il y en a encore qui disent « Ah bon, mais ils sont vraiment là et tout ». Oui, oui. Mais c'est l'avantage d'avoir une propriété comme ça un petit peu fermée, où voilà, ils sont tranquilles, ils peuvent se développer comme ils veulent et tout. Je ne suis pas là pour faire producteur de viande en engraissant les animaux. Ils sont là comme si c'était dans une réserve, avec quand même toujours cette possibilité de foin supplémentaire. Allez les bibis, venez vite. Allez, 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 allez. C'est bien les petits, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà de la nouvelle herbe pour vous. Allez.
Alors Sophie, voilà, on est dans la clairière des Indiens et je te présente Anna, ma fille, qui est venue avec nos 3 chevaux. Comment ça va? Ça va et toi, Anna? Ouais, très bien. T'es bien entourée, hein? Bah c'est ça, ça s'est bien passé les bisons? Super, ouais, super. Okay. Bah, toi, tu les connais bien, les bisons, maintenant. Oui, depuis que je suis née. Elle est née avec. Il y a tellement d'enfants qui rêvent de jouer aux cow-boys et aux Indiens. Bah, toi, c'est ton quotidien. C'est mon quotidien, avec mes chevaux et les bisons. Ouais. Voilà, avec les moutons et les lamas. Ah oui, il y a aussi des moutons et des lamas. Ouais. Alors les moutons, je les avais aperçus, mais les lamas, je ne savais pas encore. Ils sont beaux, dis donc aussi, tes chevaux. Oui, donc ça va être ton destrier magique. Ouais. Parfait. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yoda. Ouais. Là, il y a Kim, donc le cheval de mon père. Et là, il y a Indiana, la jument d'Indienne. Oh, elle est belle, hein, Indiana. Ouais. C'est ta jument? Oui. Ouais, t'as de la chance, elle est magnifique. Hein. Allez, tu viens, Yoda? Qu'est-ce que tu aimes, toi, Anna, dans cette vie en contact avec les animaux? Et bah, d'être toujours en plein air, de pouvoir s'occuper des animaux, forcément. Donner les bonnes pratiques de l'équitation de base à ces 2 jeunes chevaux qui ont 3 ans, et ben l'an passé, elle l'a fait toute seule. Et ben voilà des chevaux qui sont à l'image de ta fille, adorable. Exactement. Allez, chut, allez, abaisse, allez, chut, allez, pousse, allez, chut, allez, chut, allez, caramel, allez, on y va là, allez, on y va, on rentre, allez, chut, allez. Quel est leur rôle ici au lama? Leur rôle, c'est de la dissuasion anti-loup, parce qu'on s'est fait attaquer par des loups ici. Et c'est aussi touristique, parce que des lamas, on n'en voit pas partout. Hein. Moi, je pensais que c'était les patous, vraiment la dissuasion anti-loup, mais il y a aussi les lamas. Et il y a aussi les lamas, par leur grande taille et leur charisme, et ils n'ont pas peur des chiens et des loups. Et les patous, s'ils ne sont pas bien dressés, éduqués, ça peut vite dégénérer. Voilà les gardiens de troupeau. Allez, tu sais que j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais des lamas gardiens de troupeaux de moutons, c'est une première quand même. Hein. Ah il faut une première à tout. Viens, Vanille, allez. Elle est au boulot, les lamas. Allez, au boulot. Ça va, Kim, ça va. Allez, ça va. Allez. Je vois que les animaux sont très affectueux chez vous. Je peux pas faire ça avec les bisons, donc je profite de faire des câlins aux chevaux. C'est sûr. Sophie, reviens quand tu veux, et puis avec plaisir une prochaine fois. Tu vois, c'est ouvert pour ça, l'échange entre les hommes et les animaux et la nature. Tout ce que j'aime. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue à Villa Recula. Marius, il est haut comme 3 pommes. On est quelques années après la guerre et lui, il n'a jamais connu grand-chose d'autre que le village. Il vit dans une des maisons de ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux village, mais à l'époque, imaginez si vous pouviez gommer tous les chalets qui se trouvent au-dessus du clocher de l'église et vous avez le village tel qu'il était dans l'enfance de Marius. Marius n'existe pas. Il est le fruit de l'imagination de Maude. En racontant la vie de cet enfant né après-guerre, la comédienne décrit l'histoire de Villa Recula, un village de montagne devenu dans les années 80 une station de sport d'hiver. Suivez-moi, on va aller à l'école. Alors souvent, à la première récré, ils filent se cacher dans la forêt ou s'enfiler sous les foins, comme ça ils sont tranquilles. Dans les années 70, le village a failli s'éteindre. Il ne comptait plus qu'une dizaine d'habitants, les conditions de vie étaient difficiles. Toutes les anecdotes que raconte Maude sont vraies, et elle les recueille auprès des habitants du village. J'ai été assez surprise par ce mode de vie et surtout de voir l'évolution de gens qui vivent maintenant encore dans le village. Quand ils sont nés, c'était juste un autre monde, ce village, et ils ont vu vraiment toute l'évolution au cours de leur vie, et ça, je trouve ça assez fou. Ouais. Ils ont tout un petit rituel. La nuit, ils partent à pied jusqu'à Huez, se balader, ils reviennent. En rentrant, souvent, ils vont sonner les cloches de l'église pour faire plaisir aux voisins. Habitante de Villa Recula, Anne-Marie s'est mêlée à la visite. Pour danser à pied jusqu'à Oris. Enfant, elle y passait ses vacances et goûtait avec plaisir à cette vie de montagne. Je pense qu'on aimait cette ambiance, oui,
différente, aller faire les foins, être libre aussi, parce qu'on était quand même libre ici par rapport à la ville. On se baladait où on voulait. C'était très sympathique. S'immerger dans la montagne, la sentir au plus près pour mieux la raconter. C'est l'obsession de Jean-Marc Rochette. C'est la fin des haricots, là. Auteur de bande dessinée, il s'apprête à passer 3 mois coupé du monde, en totale autonomie, dans le hameau des Étages, au fond de la vallée du Vénéon. Ben là, on est dans la cave, alors j'ai toutes mes provisions pour l'hiver. Donc là, c'est le bois que j'ai rentré. Donc ça devrait suffire, et je dois avoir 15 terres en gros. C'est-à-dire qu'il faut penser comme si c'était un bateau, et les cales sont pleines, j'ai de l'énergie, j'ai de la nourriture. Et voilà, les 3 mois, théoriquement, vont bien se passer, quoi. C'est devenu un besoin. J'attends un petit peu avec impatience la fermeture de la route. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de libération. Je me dis, ben, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Voilà, la montagne est à moi, en fait. Jean-Marc profite de cet isolement pour mettre la dernière main à son prochain ouvrage et partager son amour pour ces montagnes qu'il connaît mieux que personne. Pour moi, il y a une espèce de protection qui se fait par rapport à l'extérieur. Ces montagnes, c'est comme une espèce d'immense château fort qui me protège des bruits de la société extérieure. C'est des choses que j'aime dessiner, que j'aime comprendre. Comme j'ai été alpiniste pendant très longtemps, j'ai un regard quand même un peu d'alpiniste. Je vois les faiblesses, je vois les culées, les architectures des montagnes. J'aime les dessiner, donner leur tectonique. Dans cet album, il ressuscite le dernier ours du Vercors, abattu il y a plus d'un siècle. Le thème, c'est comment le maître, l'empereur, le roi, c'est-à-dire l'ours, il régnait d'une manière absolue sur le Vercors et il a régné pendant 200 000 ans. Comment cet être a disparu? Et qu'est-ce que ça signifie au niveau symbolique qu'il y ait un ours quelque part ou qu'il n'y en ait plus? Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Je t'ai apporté toutes les planches de la traversée de la Meije. Ah ouais, super. Et ça a quand même avancé que la dernière fois. Ton ancrage a vraiment fait c'est vraiment net. Pour moi, c'est publiable en état, quoi. C'est la première histoire de ton futur bouquin, quoi. Si un jour tu le fais, là. En 40 ans de carrière, Jean-Marc est devenu une référence pour raconter la montagne. Celle-là et celle-là. Depuis quelques mois, il transmet son savoir à Eric, un jeune berger alpiniste qui a osé pousser la porte de son idole. Et là où j'ai galéré, c'est sur l'autoportrait. Ah oui, d'accord, tu l'as repris, d'accord, je voyais une passe. Ouais, je l'ai repris, ouais. Jean-Marc, pour moi, c'était le bon médiateur entre quelqu'un qui connaissait l'art et la montagne. Et pour moi, ça comptait plus que n'importe quel concours en école d'art que j'avais pu passer avant ou quoi. C'était pas pareil. Ce qui est le plus difficile à avoir, c'est la force, c'est le rapport au lieu. Ça, c'était net, il était dedans, quoi. C'est un montagnard. Entre Eric et moi, il y a une parenté parce qu'on respire le même air, parce qu'on est on est sous le même ciel. Et comme on grimpe, enfin lui il débute et moi je finis, mais globalement on a touché les mêmes cailloux. Et donc quand on se parle, on sait de quoi on parle. Parfois leur dialogue se passe de mots. Quand la lumière s'y prête, Jean-Marc accompagne son élève au-dessus de chez lui pour travailler l'aquarelle et lui transmettre par petites touches de couleur sa passion pour la vallée du Vénéon. Salut Jean-Marc. Salut. Ça va? Bah, ça va, ouais. Moi, j'ai de la chance de te retrouver là. T'as quitté le cœur du parc des Écrins. Ouais. Je suis venu un peu en périphérique vers l'Ovitel. Moi, je dis j'ai de la chance parce que normalement, tu restes dans ton chalet en hivernage, hein? Ouais, je bouge pas, ouais. Ah, tu profites de la belle lumière, là? Ouais, automne. T'es inspiré par la montagne qui est devant nous. Bon, toutes les montagnes t'inspirent, toi, ici. Bah ouais, c'était la première fois que je les ai vues. Moi, j'habitais à Grenoble. Grenoble, c'est une ville un peu ouvrière, un petit peu triste, quoi. Et ici, c'était la beauté, quoi. Donc, je crois que je suis tombé en amour, comme disent les Canadiens, de cet endroit, quoi. Et depuis, ça m'a jamais quitté, quoi. Je peux voir ton dessin? Ben voilà. Pourquoi tu as eu envie de dessiner cette montagne en particulier, là, aujourd'hui?
C'est la première montagne que j'ai gravie. On la voit un peu de partout ici dans la région. Et c'est, pour l'anecdote, j'ai fait ça avec ma mère quand j'avais 10 ans. Et c'était pas si facile, quoi. Pour moi, c'était un Everest. Ah bah c'est ça, c'était ton Everest à toi. Voilà. J'étais assez fier, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est mon plus grand exploit, finalement. D'être monté là-haut. Voilà. Elle s'appelle comment La tête de chien, je crois. La tête de chien? Ouais. Première montagne, la tête de chien. Voilà. Ouais, bah forcément, ça reste en mémoire. Voilà. Tu m'as donné rendez-vous là, à côté du lac du Lovitel. On va le voir parce qu'il est juste derrière. Hein. Oui, le lac du Lovitel, il y a la fameuse réserve intégrale derrière, où l'homme est interdit depuis une trentaine d'années. Et donc nous, on va regarder ça, mais de loin. De loin. Quoi. Allez, montre-moi ça. Et voilà, le Lovitel, dans son écrin, là, ses couleurs caractéristiques. Un peu émeraude, là. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est beau. Émeraude, ouais. Il y a quelques humains, quand même, qui viennent ici de temps en temps. Il y a quelques humains, des gardiens du parc, des scientifiques. Très rarement, ils font ça au compte-gouttes. Il y a un ami, d'ailleurs, qui doit être là, Jérôme Forêt, qui est le gardien du temple, on va dire. Il s'appelle Jérôme Forêt? Oui. Ah oui. C'est un joli nom, ça, Forêt. Voilà. Hein, il était prédestiné. Voilà, Rochette et Forêt. Ouais. Allez, Rochette, on y va. Ah bah voilà un homme heureux, là. Un gars qui t'accueille avec le casse-croûte, c'est forcément un mec bien. Hein. Salut. Salut. Bienvenue au Lovitel. Ah bah merci. T'as descendu de ton petit hameau pour te perdre dans le mien. Ouais, tu vois, je l'ai fait sortir de son havre de paix pour venir ici au Lovitel, qui est aussi un havre de paix là. On est pas mal. T'as une jolie vue là d'ici. Ouais, bah là on est bien. Ouais. Aujourd'hui c'est une belle journée. Ouais. C'est tip top, ouais. Alors là je vois les écrins, parc national, je vois police de l'environnement. Ouais. Raconte-moi ce que tu fais toi exactement ici. Eh ben, je fais partie de ce qu'on appelle la police de l'environnement, qui est un corps du ministère de l'écologie. Et donc moi je suis affecté au parc national des écrins. Donc notre rôle ici, il est à la fois d'inventorier la faune, la flore, de produire de la connaissance sur les habitats naturels, mais aussi de veiller au respect de la réglementation. Et on a une grosse mission d'accueil aussi. Donc vraiment l'idée de ces parcs nationaux, c'était de protéger une zone de nature pour que le public puisse venir la visiter et découvrir la nature telle qu'elle est, sans aménagement. Ah bah on va suivre un petit peu ton quotidien, on va te donner un coup de main maintenant qu'on est là. Eh ben allez, on casse une petite croûte et puis après on file au lac. Volontiers, ouais. C'est pas tous les jours que j'ai la chance de voguer sur le lac. Sur le lac, ouais. Allez, santé les gars. Santé, ouais. Au lac du Lovitel et à sa préservation. Santé. Voilà, donc on est juste en face de la réserve intégrale, qui en fait correspond à tout le vallon du fond et puis la bande sur le côté. C'est là qu'on va essayer d'étudier comment évolue la nature sans homme. Il n'y a plus d'activité humaine depuis près de 70 ans, puisque l'agriculture s'est arrêtée dans les années 50 et la sylviculture dans les années 20. Et puis en 95, on a interdit toute entrée, donc même le simple randonneur. Mais c'est une excellente idée. Alors, les résultats de tout ça, c'est quoi? Ce qu'on commence d'observer, c'est notamment en forêt. On a à peu près 25-30% de bois mort de plus que dans une forêt classique, d'un versant de montagne en face, mais qui est exploité par l'homme. Du coup, ça nous amène beaucoup d'insectes en plus, de coléoptères, etc. Et on a aussi une grande diversité de champignons. Comme on a beaucoup de bois mort, on a beaucoup de décomposition par les champignons. On a donc toute une diversité qu'on ne trouve pas forcément dans une forêt qui est exploitée. En fait, on mesure aussi bien de ce qu'on appelle, nous, le biologique, le vivant,
que des mesures physiques. C'est ce qu'on fait là, c'est la hauteur du lac par exemple. Alors, verdict. Ah bah là, on est super bien, on a de la chance. Ouais, 19. On est voilà, au niveau 19. Je remarque qu'il y a une plaque qui est tout en haut là, ça veut dire que l'eau pourrait éventuellement être contrôlée à ce niveau-là? C'est ça. Quand on vient en fin de fonte de la neige, le lac atteint presque la dernière plaquette. Et si on revenait au moment où il est au plus bas, on serait quasiment 10 mètres plus bas. Au fil des années, tu as constaté les conséquences directes du dérèglement climatique? Eh bien, on commence, oui, puisque effectivement, le lac, avant, il s'englaçait presque 4 mois par an, et maintenant, il a perdu, depuis la création du parc, près d'1 mois d'englacement. Donc ça veut dire que les eaux sont plus chaudes? Voilà, l'eau se réchauffe, et tout ça, ça a de l'importance, de l'influence sur le phytoplancton, le zooplancton, les poissons. Et on remarque aussi quand on a près de 2 degrés en moyenne de température plus chaude qu'il y a 25 ans. Incroyable. Donc oui, on remarque vraiment que petit à petit, ça se réchauffe. Ouais, tu fais un métier passionnant, hein, tu trouves pas, Jean-Marc? Oui, il a la chance, il le vit. Moi, je le rêve, en fait. Oui, toi, là où tu vis, c'est pas seulement du rêve, quoi. T'es quand même au cœur de la nature. Ouais, c'est pour ça que je suis allé là-bas, en fait, au centre du massif, qui est peut-être encore plus sauvage qu'ici en hiver. Si les montagnes de l'Oisans offrent aux randonneurs des paysages somptueux, la richesse de leur sous-sol est moins connue. Pourtant, dans l'Antiquité, les Romains fouillaient déjà les mines de la région. Sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, à 2 pas des pistes, le site archéologique de Brande témoigne de l'exploitation d'une mine d'argent au Moyen-Âge. Et vous plaignez pas, on est encore au-dessus du lac. Quelle idée d'aller creuser des galeries à 2700 mètres. Même en plein été, on se gèle. Bon, taisez-vous, faut que je me repère. Alors, c'était à droite de la croix ou à gauche? C'était pas mal, hein. Pierre Desmarais s'est appuyé sur le travail d'archéologue pour décrire le quotidien des mineurs dans une pièce de théâtre jouée par les comédiens amateurs de l'Alpe d'Huez. Il n'y a plus qu'à, notre fortune est faite. Bon, alors je vous montre. Le site est exceptionnel parce qu'on a retrouvé des entrées de mines, des crocs, comme on dit, à 2700 mètres, comme la scène qu'on voit avec nos 2 personnages, nos 2 gigs. Imaginons qu'en 1150, des mineurs travaillent par tous les temps dans des trous ridiculement petits, montent le bois, font chauffer le rocher pour pouvoir le fragiliser et tailler dedans. Mais il n'y a rien, à peine une égratignure. Non, je sens bien que je me meurs. On va me couper le bras. Bon, montrez-moi. Surtout pas, je souffre trop. L'hiver, on fait des milliers de kilomètres à ski. Et moi-même, j'ai jamais su qu'à 2700 mètres, il y avait des mines. Et on est passé tout le temps devant sans le savoir. On apprend beaucoup de choses en racontant des histoires sérieusement et de façon drôle, et du coup les gens s'y intéressent beaucoup mieux, je pense. On peut découvrir l'histoire minière de l'Oisan par le théâtre, mais aussi par le sport. Le long de la Romanche, à quelques kilomètres du village de La Grave, Odile fait visiter la mine du Grand Clos grâce à une via ferrata. Son parcours escalade 250 mètres de parois dans les pas des anciens mineurs. Ici, tu vois, tu as un vieux pieu qui a été placé. Les mineurs, ils utilisaient ça avec leurs mains où ils mettaient les pieds dessus. Tu peux l'utiliser pour mettre ton pied. Hop, il y a plus de 500 ans d'histoire là où tu mets ton pied. Hop. Je voulais savoir, c'est quoi qui a miné ici? Alors les mineurs ici, ils venaient chercher de la galène. Donc la galène, c'est de l'argent et du plomb. C'est un mélange d'argent et de plomb. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc au départ, ils l'exploitaient pour le plomb, puis après ils l'ont exploité de façon industrielle pour l'argent, pour faire de la monnaie, hein, déjà basiquement, des verres, des couverts en argent, et puis le plomb, des armes. Voilà. Cette falaise, hostile, a compté jusqu'à 100 ouvriers au début du XXe siècle. Quand ils trouvaient un filon, ils creusaient des galeries horizontales à raison de 5 cm par jour. Tout
toute la partie en pointillé, c'est toute la matière qui a été récupérée. Nous, on est au début de cette petite galerie, c'est marqué là, ici. Ce qui est assez extraordinaire, c'est cette exploitation industrielle dans la verticalité de la galène. Ça franchement, après, j'en connais pas d'autres. Voilà. Voilà, donc là, c'est ce que venaient chercher les mineurs, la galène. Ouais. Je suis riche, regarde. Ouais. Super, hein? Bah, nickel. De l'argent, du plomb, de l'or. Le sous-sol de Loisan est extrêmement riche. Mais aujourd'hui, c'est le quartz qui fait tourner les têtes. Romain en a fait sa passion. Il passe tout son temps libre à la recherche de ces cristaux qu'on dit les plus purs du monde. Là, ici, on est à la mine de la Gardette. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi, un peu comme Obélix. Mon grand-père, il venait gratter là avec mon père, ils avaient le droit d'exploitation, ils ont sorti des cailloux, des trucs juste magnifiques. Et moi, j'allais avec eux quand j'étais petit. Je suis né là-dedans, j'ai grandi dedans. Muni d'un burin et d'une masse, il scrute la roche à la recherche d'une poche. Une sorte de bulle où se forment les cristaux de quartz. Là, ça sonne lourd. Faut savoir lire le rocher. Faut savoir lire le caillou. Si on arrive à savoir lire le caillou, ouais, on peut trouver quelque chose. On peut trouver quelque chose. Et dans sa vie de cristallier, Romain a fait de belles trouvailles. Ça, c'est ce qu'on appelle un hérisson. Parce qu'il y a du quartz de tous les côtés. J'aimerais bien en trouver régulièrement. Ça claque. Ah, ça a un reflet. Ça fait mal aux yeux, rien que d'y regarder. Ça, c'est une de mes plus belles trouvailles. Quand on trouve ça, il n'y a pas de mots. On s'assoit, on se calme. Ouais, sinon, c'est un truc de fou. On les redécouvre à chaque fois. On les sort de la boîte, on aime bien les regarder. Ah, moi, c'est vraiment un truc qui me rend dingue. Recherché par les collectionneurs du monde entier, le quartz de la Gardette fait partie, au même titre que ses plus hauts sommets, des joyaux de Loisan. Bonjour, chef Haribert. Bonjour Sophie. Salut Christophe. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue chez moi. Merci. Je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravie d'être là, puis tu sais ce que j'ai fait? J'ai dépassé les frontières de Loisan pour venir te retrouver ici à Uriage-les-Bains et découvrir ton univers de grand chef. Je suis content de t'accueillir dans mes montagnes, dans ma maison. Uriage-les-Bains, c'est vraiment chez toi? Ouais, puis en plus, c'est un vrai choix de m'installer là, parce qu'à un moment donné, quand j'ai quitté le lieu où j'ai passé 20 ans, juste derrière toi, le Grand Hôtel, j'avais le choix de partir un peu partout dans le monde entier. Et j'ai fait un vrai choix de m'installer ici. C'est un choix de cœur, de conviction et d'engagement, parce que j'aime profondément cette région et j'aime la faire découvrir. Il faut que tu aies toujours un petit peu les montagnes à portée de vue. Hein. Carrément, mon Vercors natal, il faut toujours que j'ai un petit bout d'arête qui se détache, tu sais, dans l'ombre. Ça me donne beaucoup d'énergie et ça me fait beaucoup de bien, ça m'aligne et ça me repose, ça m'apaise les montagnes. Tu me feras visiter ton restaurant? Ouais, mais après. Parce que là, on part chez Benjamin, mon maraîcher. Je te suis. C'est parti, let's go. Elle est belle ta terre. Elle est belle ta terre, Benjamin. Ça, oui. c'est un compliment. Hein. Bonjour Benjamin, je te présente Sophie. Enchantée, Benjamin. Bonjour Sophie. Il y a des jolies carottes qui sortent de ta terre. Là, je ramasse des carottes rouges. C'est une variété spéciale que j'ai découvert par hasard. Elle n'est pas très grosse cette année parce que moi, j'ai la particularité de ne pas trop arroser mes légumes. Du coup, elles ne sont pas énormes, mais en goût, elles sont hyper concentrées. Du fait que je les arrose pas trop. Tu vois, il y a de l'eau là. Ça, c'est du légume vivant. C'est magnifique. Ça fait longtemps que tu es maraîcher ici, toi? Ça fait 10 ans maintenant. Ouais. Mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Je n'étais pas fils de terrien, mais j'ai toujours eu cette attirance pour le potager. À l'âge de 12-13 ans, un voisin m'avait passé des pieds de tomates. J'avais fait pousser ça et ça m'avait fasciné. Et suite à ça, j'ai toujours cultivé
mon petit potager dans le coin. Et puis j'ai grandi ici, tu vois, ici c'est le lieu de mon enfance. J'ai joué au foot dans les champs, j'ai fait des cabanes et puis maintenant je fais du maraîchage. Donc il y a un sens un peu à tout ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment là, ici, sur le terrain, si j'ose dire, que tu trouves tes sources d'inspiration. Carrément. Bah là, ce matin, on va ramasser tout un tas de produits magiques. Que moi, je ne suis qu'un passeur de produits magiques. Ah, j'aime bien cette expression, les produits magiques. Viens, on va en trouver d'autres, alors, des Avec produits plaisir. magiques pour tes recettes. Qu'est-ce qui t'inspire, là, Christophe? Je vois qu'il y a des beaux céleri raves, on va aller déterrer un céleri rave. Ils n'ont pas seulement du goût, apparemment, hein. Ils ont une bonne odeur pour Ouais, ils toi. sentent trop bon. Ouais. Ils sentent la noisette. Ouais. J'adore déjà, c'est très inspirant. Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Je vais faire une purée de céleri rave et un consommé de céleri rave avec les branches et la peau. Parce que moi, j'aime bien utiliser l'ensemble du légume. Je veux gaspiller rien. C'est tellement un produit qui est magique. Et je pense que je vais mettre un petit peu de persil. Je crois que j'en ai vu un peu plus haut là. Ils sont bons, t'as vu comme ils sont bons. Moi, j'ai appris ça avec lui. C'est vrai? À sentir tes légumes? Ouais, et puis à échanger. C'est-à-dire que pendant le confinement, on a beaucoup cuisiné pour les aides-soignants. Donc on partageait ça le samedi matin ensemble. C'était génial d'ailleurs. Et j'ai appris plein de petites techniques en cuisinant avec eux, de réajouter sur le légume. Même moi qui étais maraîcher, j'avais tendance à mettre ça dans mon compost. Alors que non, avec les épluchures, on peut faire un consommé, etc. Et voilà. C'est un maraîcher bio. Donc quand on est en bio, on peut utiliser la peau, on peut manger la peau, on peut tout manger en fait. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien, il n'y a pas d'engrais mauvais. Donc il est en train de recouper, mais ça retombe sur sa terre. Et ça va enrichir son sol en sels minéraux, en nutriments. En fait, le bio, c'est que tu donnes à manger la terre pour que la terre nourrisse la plante. Voilà, Christophe, c'est vraiment de mettre de la couleur dans l'assiette que tu C'est la cherches. folie. J'adore la couleur. Ouais. L'odeur de navet, j'adore ça. Et regarde, écoute. Il est plein, il est dense. Et là, on sait qu'on a un légume de qualité. Il va avoir une texture et un goût, une sucrosité, un aigre doux. On va le travailler cru. Je pense que ça va être très, très bon. Tu savais qu'on pouvait parler de tes légumes comme ça? Oui, tout à fait, ouais. Il me le fait souvent. J'aime bien, moi. Oui, J'écoute attentivement, il met des adjectifs sur mes légumes et tout, auxquels je ne pensais pas. C'est rigolo. Ah, je suis curieuse de te les voir travailler, ces légumes. Avec plaisir. Là, j'avais besoin d'un petit peu de citronnelle et de framboise, donc on passe dans notre jardin. Je te vois, Christophe, les manger les framboises. Ah ouais? Elles sont trop bonnes. Notre cuisine, elle est très spontanée parce qu'on ramasse, on cueille, on coupe, on met dans l'assiette. Regarde comme c'est trop beau. On a l'impression d'être au cœur d'un arbre. Carrément, l'idée, c'est de reconnecter les gens à la nature. Donc c'est très organique, il y a beaucoup de bois, beaucoup de matière, tu vois. Quand tu es à l'extérieur, tu as l'impression d'avoir un arbre qui est couché comme ça dans le parc. On a utilisé plusieurs essences de bois aussi. Que des matières nobles. Que des matières belles, nobles, et des matières locales aussi. L'idée, c'est de reconnecter les gens à la nature, comme ils sont assis au sein du parc d'Uriage et que je fais une cuisine qui est très nature, tournée autour du végétal. On a aussi travaillé sur la géobiologie, sur les forces telluriques, on a harmonisé l'énergie du bâtiment. On a travaillé sur le feng shui aussi parce que l'eau coule dans le bon sens, tout est aligné dans le bon sens. Donc les choses sont bien faites chez nous pour que les gens se sentent bien. Ouais, j'aime bien ton petit monde, Christophe. Merci L'autre beaucoup. petit monde que je vais apprécier, à mon avis, c'est celui dans ta cuisine. C'est parti. Je vais faire dans un premier temps un velouté de céleri rave au persil. Tu vas t'en servir de cette carotte là? Non, pas de céleri. Merci. Et hop! Ensuite les navets. Quand tu l'as choisi chez Benjamin, ce navet, j'ai tout de suite vu qu'il te plaisait. Il me plaisait vraiment. T'as eu un coup de cœur pour ce navet. Direct. La poêle est chaude, tu vois, ça va chanter directement. Et je vais le rôtir avec des framboises et un petit peu de citronnelle. Ça va amener une petite acidité sucrée et ça va légèrement colorer aussi mon navet. Mais moi, tu sais, ce qui m'impressionne dans ce que tu fais, c'est que vraiment, t'improvises, parce que c'est vraiment tout ce qu'on a ramassé tout à l'heure. Et hop! La recette, elle a commencé dans le champ, quand on discutait avec Benjamin. Et elle a mûri le temps que j'arrive en cuisine et après, assez précisément, j'avais une idée de ce que j'avais envie de faire.
on entend, ça chante légèrement. Ça chante en Ça, c'est cuisine bon aussi. Tu te souviens à quel moment dans ta vie t'es passé du simple plaisir de cuisiner à une envie de devenir chef? En fait, au début, mon papa était cuisinier. Ouais. Moi, j'avais 17-18 ans et ma seule envie, c'était d'aller faire du ski, d'aller m'amuser, de sortir le soir. Et le matin, il nous cherchait dans le lit en disant « ça serait bien que tu viennes m'aider ». Donc, je l'ai fait, mais ce métier ne me passionnait pas. Le déclic est venu vraiment quand j'ai rencontré une cuisine, celle de Pierre Gagnard à Saint-Étienne. J'ai fait un déjeuner chez lui et ça m'a bluffé. Tu te souviens de ce que t'as mangé, tu vois? Ouais, je me souviens d'une lotte à l'abricot qui m'a complètement bluffé. Et là, j'ai commencé vraiment à travailler beaucoup jusqu'à arriver aujourd'hui à devenir chef. Ta maison, avec ma ton maison, nom écrit dessus, avec mon tes énergie, étoiles. voilà. Merci. Goûte ça. C'est le céleri rave persil de Benjamin. Tu vas voir, c'est assez dingue. Mais moi, en goûtant, je trouvais ça fou. Oh là là, c'est bon. Tu sais comme c'est précis. Alors, tu as 2 étoiles au Michelin, mais je sais qu'il y a une étoile dont tu es particulièrement fière. C'est une étoile verte. Ouais, l'étoile verte, on a été l'une des premières maisons en France à obtenir cette étoile. Ça avait récompensé l'engagement global de mon équipe, de toute la maison, de tout ce qu'on a construit. Nous, notre engagement, il n'est pas simplement à chercher des beaux produits, à avoir des beaux producteurs. C'est les produits d'entretien qu'on utilise, c'est notre manière de nous chauffer, c'est comment on a construit la maison. Donc notre engagement, il est global. Et manger, s'alimenter, c'est un acte politique. Parce qu'en mangeant différemment, en mangeant bien et sain, en travaillant avec des producteurs locaux, on peut aussi avoir une action pour sauver la planète. On attaque? On y va, c'est parti. Oh la régalade. On dit moi. En montagne, tout repas qui se respecte s'achève par une liqueur. À l'occasion d'une balade, chacun ramasse son génépi et le fait macérer pour sa consommation personnelle. Sylvain et Cyril sont des amis d'enfance. Ils ont grandi dans la station des Deux Alpes. On va se mettre au chaud. Tous deux restaurateurs, en 2017, ils se sont lancés un défi, produire à grande échelle leur génépi artisanal. L'idée du génépi nous est venue que nous, on est tous les deux restaurateurs et on sert du génépi industriel, qui malheureusement n'a pas le même goût qu'un génépi artisanal. Donc là, ici, à cette place, là, près de la cheminée, un jour, on s'est dit, chiche ou pas chiche. Voilà. Et on s'est lancé dans cette aventure-là. Entre y penser et passer à l'acte, la marche, elle est énorme. On ne réalisait pas dans quelle aventure on allait se lancer, quoi. Ils trouvent un local, achètent des cuves et se lancent dans la production. Ils font macérer la fleur de génépi pendant plusieurs semaines dans de l'alcool, de l'eau et du sucre avant de la mettre en bouteille. Et voilà le nectar des montagnards. Aujourd'hui, Cyril et Sylvain en produisent 6000 litres par an avec le même souci de respecter la recette artisanale. C'est vraiment retrouver le produit qui rappelle des souvenirs aux papy-mamies. Quand ils regoûtent du génépi, ils ne peuvent plus aller en montagne. S'ils goûtent ce génépi-là, ça leur rappelle des souvenirs d'enfance. Bon, on la goûte, cette cuve? Allez, c'est parti. Allez. Je rajouterais peut-être un soupçon de sucre. Ah, mais alors, si on en rajoute, on n'en met pas trop, s'il te plaît. Juste un petit peu. Ça marche. Juste un peu. Hop, allez, regarde, notre nouvelle surprise là. Les deux amis se cherchent toujours de nouveaux défis. Aujourd'hui, Cyril a acheté des Edelweiss et des chardons bleus de culture pour tenter une nouvelle recette de liqueur. Ah, du vrai chardon. Alors ça me rappelle ma maman qui nous faisait aller en cueillir et faire des bouquets pour dans la maison, là. On va les mettre directement en macération. On va faire une petite cuve de 200 litres pour commencer, pour se faire nos tests, nos aperçus et avoir peut-être déjà de quoi démarrer cet hiver. Et maintenant, juste un peu de patience. Moi, j'adore. J'adore. Ça fait 4 ans qu'on a créé ça. On a toujours la même passion, je dirais même encore plus. Et chaque fois qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent, on va au bout de nos idées, en fait.
Un peu plus au sud, dans le Trièves, au pied des montagnes de Loisan, Frédéric Revol s'est lui aussi lancé un défi. Ancien ingénieur agronome, il a choisi cette région céréalière au climat rugueux pour produire un whisky de terroir qui met en avant la céréale. Le pari, c'est celui de se dire que oui, on peut faire des whiskies comme on a fait des grands crus dans le vin, en fait. Et qu'ici, on est sur un terroir d'exception, qu'on travaille de matière vivante, naturelle, sans chimie, avec beaucoup d'applications justement à le mettre en avant, à le magnifier. Et que cette logique-là, qui n'existait pas dans le monde du whisky, on essaye de l'apporter et on essaye d'ouvrir de nouveaux horizons gustatifs. Frédéric a vu les choses en grand. Installé dans un ancien prieuré, sa distillerie recueille les blés, orges, seigles et pautres de 17 fermes alentours. Salut Élie, ça se passe bien le soutirage? Ouais, tout va bien, ça sent bon. Une bonne cuvée de seigle. Tout son travail consiste à respecter le goût de chacune d'elles. C'est bien le seigle quand même. L'idée, c'est de révéler la spécificité de chacune de ces céréales. Et pour ça, effectivement, on a des méthodes d'élaboration, de transformation particulières. Notamment, on va fermenter, par exemple, avec des levures qui viennent des champs. On essaye d'aller au plus près de la céréale, de l'accompagner dans ce qu'on lui trouve de plus beau, quoi. Après le brassage et la fermentation, le mélange est distillé dans ces immenses alambics. Naît alors l'eau de vie de céréales. C'est à ce moment que le distilleur choisit l'arôme qu'il voudra exprimer dans son whisky. C'est un peu comme un travail de sculpture, en fait. Là, tu as un beau bois et tu choisis d'en garder qu'une partie, quoi. Du coup, tu découpes, tu cisèles ton eau de vie à ce moment-là. Le travail de Frédéric attise la curiosité. Hugo et Romain sont chefs et sommeliers dans de bonnes tables de la région. Ils accueillent avec bonheur ce whisky local à l'écart des sentiers battus. De faire découvrir des whiskies de montagne de l'Isère, pour nous c'est hyper intéressant. On arrive même à faire des accords avec un dessert, parce que c'est de la réglisse, le dessert, et il y a uniquement un spiritueux qui va tenir sur cet accord-là. Et c'est vraiment hyper intéressant. En innovant et en développant de nouveaux savoir-faire, ces artisans proposent des productions originales qui contribuent à l'identité de la région. Ces sous-bois là au petit matin. C'est beau, hein? Ouais. Ça te fait du bien de quitter un peu tes cuisines? Ouais, j'adore. Ça me fait du bien. Tu vois, il y a le début de l'oxalis là. Qu'est-ce que tu appelles l'oxalis? Tu vois, au pied du sapin, ouais. Tu as des petites feuilles qu'on dirait des trèfles, tu vois. Et, ouais. Et ça, c'est de l'oxalis sauvage qu'on cueille uniquement dans la forêt. Je te laisse goûter, tu vas voir, ça a une acidité, c'est super. La feuille? Mange tout, hein? Tu peux tout manger. Ah oui, c'est acide. T'as vu comme c'est acide? Et ça, je le mets sur le Christivomère avec le persil. Sur le quoi? Le Christivomère. Plus communément appelée la truite grise. Ah, merci. J'adore amener l'oxalis sur le poisson parce que ça a une super acidité. Et là, tu as un petit peu d'aspérule aussi. Pour la reconnaître, en fait, tu la fais rouler dans tes doigts. Et elle a la tige qui est carrée, regarde. Fais-la rouler, t'as vu? Pour la reconnaître. Ouais. Donc ça, on le fait sécher. On en fait une poudre et on la met dans un caramel. Et ça nous permet d'avoir un petit goût de vanille. Parce qu'on peut t'imaginer qu'on ne peut pas faire venir la vanille de Tahiti. Eh ben non. Du coup, on la ramasse dans la forêt. Là, je t'emmène au lac Achat, au-dessus de Champs-Rousse, en fait. C'est un des premiers lacs alpins qu'on peut atteindre à pied, assez rapidement. C'est tellement méditatif, la marche. Ouais. Une belle façon de commencer sa journée. Carrément. T'es un vrai chamois, toi. Tu passes partout, hein? J'ai été élevé dans la montagne, tu sais. C'est pour ça. J'ai le pied montagnard. Regarde comme c'est beau. Ah là 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 là. Regarde ce panorama. Incroyable. T'as le Montéguille, regarde, c'est trop beau. Tu vois cette montagne qui a une forme de tête d'aiguille, d'épingle, avec toutes les arêtes du Vercors qui se dessinent. Et en face, on a le Taillefer. Et l'Oisan qui est pas loin quand même. Juste là. Tu vois vraiment les montagnes qui attaquent en face. On est au début de l'Oisan. Mais qu'est-ce que c'est beau.
T'entends l'eau qui coule derrière. Ouais. Ça te fait du bien, ça? C'est obligatoire dans ma vie. Le quotidien comme ça, de me ressourcer, de me retrouver comme ça au milieu des éléments. Pour donner le meilleur de moi-même, il faut vraiment que je sois bien, posé, tranquille, détendu. Et cet endroit-là, il m'aide vraiment. Ouais. Et puis souvent aussi, ça peut déboucher sur une idée d'un plat, ou ça peut m'aider à trouver une solution, à trouver une association sur laquelle je suis en toupie, ou je tourne autour de quelque chose. Bien dans ta tête et dans ton corps. Ouais. Bon, si on est venu ici, c'est pas par hasard. Non. Il y a quelque chose de particulier que tu voulais me montrer? Ouais, j'ai envie de te faire découvrir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi. C'est un ami, il s'appelle Atma. Okay. Je pense qu'il est en séance de méditation et je pense qu'on va aller faire une méditation avec lui. Avec plaisir. Bonjour Atma. Ah, bonjour. Bonjour Ça va Atma. Pardon de te déranger. Je te présente Sophie. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Le yoga, c'est avant le lever du soleil. On n'avait pas dit 7 heures. On est un petit peu en retard. Eh ben, en fait, on a flâné. On a un peu discuté sur le chemin. Pardon ouais, Atma. Bon, ben, asseyez-vous. Hein. Ok. Atma, ton prénom, qu'est-ce que ça veut dire? Atma, bon, c'est très connu, ça veut dire l'âme. Et si vous connaissez, tout le monde connaît le Mahatma Gandhi. Donc, Maha, ça veut dire grand, donc c'est la grande âme. Atma, c'est une rencontre très importante à un moment qui était compliqué pour moi, où j'avais beaucoup de stress, beaucoup de travail, beaucoup de choses à porter. Et il m'a amené beaucoup de tranquillité au travers de toutes les méditations qu'on fait. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on le rejoint, parce que je passe beaucoup de temps avec lui. On se voit 3-4 fois par semaine minimum. Et on fait du yoga ensemble. On vient aussi ici souvent, l'hiver, l'été, et on partage du temps ensemble. On médite, on respire, on parle, on échange. Parce que sous ces airs de yogi, c'est aussi un homme d'affaires. Donc on échange aussi sur notre manière d'aborder le monde. Moi, je suis un yogi, mais je suis un businessman et un sportif. Et je l'ai vu là, à la première seconde, je lui ai dit, ah bah lui, il est dans le même moule que moi. Enfin, tout de suite, j'ai vu qu'on allait devenir copains, au premier regard. Quand tu parles de tes affaires, tu fais quoi? Ah ben moi, je produis des infusions médicinales qui sont faites selon la médecine de l'Inde, qui est l'Ayurveda. Et l'objectif, c'était de faire cette médecine de l'Inde avec des ingrédients français, quoi, des plantes qu'on connaît de la pharmacopée française. Atma, on peut faire une petite séance avec toi? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on va joindre les mains comme ceci. Voilà. Et on ferme les yeux. On va inspirer. On inspire pour chanter. Donc les pouces derrière. Voilà. Expirez, relâchez, posez les deux mains sur les deux genoux. Respiration puissante, je vais entendre des locomotives. Comment tu te sens, Christophe? Toujours très bien. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'allais faire du yoga, j'aurais jamais imaginé, tu vois, prendre conscience de l'importance que ça a aujourd'hui pour moi. Et cet environnement-là dans lequel tu vis, il t'a donné beaucoup, il t'a pris un peu aussi? Ouais. Ouais, il m'a appris beaucoup, il m'a appris mon frère. Là. Et ouais, c'était pas simple, quoi. Mais bon, c'est la montagne, on le sait, c'est dangereux, c'est fragile, on est peu de choses. Donc ce moment pour te ressourcer, c'est aussi bien pour penser à lui, t'apaiser, quoi. Et puis m'apaiser, être mieux, tu vois. C'est quelque chose qui me fait extrêmement du bien.
Bah moi, ça m'a fait du bien d'être avec toi, Christophe. Merci de m'avoir fait découvrir ton monde et de m'avoir permis de découvrir ton univers au-delà de tes cuisines. Un vrai plaisir. Merci pour ta confiance. Merci de m'avoir présenté ton ami Atma aussi et tous tes proches. Merci. On peut continuer, Atma? Oui. Les routes de Loisan prennent souvent des airs de Tour de Babel où se mélangent toutes les langues européennes. Ce groupe de cyclistes hollandais passe une semaine dans la région et se mesure chaque jour à l'un des fameux cols du Tour de France. L'Alpe d'Huez est très célèbre chez nous. On l'appelle la montagne des Hollandais parce que de nombreux Néerlandais ont gagné l'étape du Tour de France. Et c'est pour ça que les Hollandais veulent venir ici, pour grimper l'Alpe d'Huez. Et une fois qu'ils sont là, ils voient à quel point la région est belle et ils reviennent. Tout comme moi. Et certains ont tellement aimé la région qu'ils ne l'ont plus quittée. C'est le cas de Villemagne et Martine. Après une saison passée dans les Alpes en 2008, ils ont racheté cet hôtel pour y faire leur vie. Et dès que le travail leur en laisse la possibilité, ils troquent leur tablier pour une tenue de sport et partent à l'assaut des montagnes. Moi, en hiver, je fais du ski et du snowboard. Et en été, je pratique le skateboard, la trottinette freestyle et le vélo de route. Le couple est d'abord venu dans l'Oisan pour son cadre de vie, mais il s'est vite fondu dans la population. Aujourd'hui, ils participent largement à l'animation de leur village d'Almont. Il y a beaucoup d'intégration avec les Français locaux. Oui, on fait des amis français. Notre fils va à l'école ici. On aime bien ici la nature, le calme et le travail qui est notre passion. Donc on va rester ici, c'est sûr. En ce dimanche matin, le village d'Auz-en-Oisan est encore endormi. Seul, Serge est déjà au fourneau. Ça, c'est saumon fumé maison, coloré avec un peu de betterave rouge. Serge est belge et sa femme Patty est hollandaise. Les blinis, la salade de choux de Bruxelles. Ils sont traiteurs et cuisinent toute l'année pour les touristes et les habitants de la région. Mais ce matin, ils se mettent en quatre pour leur village. C'est la fin de saison. Oui, on va finir la saison avec une petite fête pour le village et un peu des gens autour, des clients, des amis, voilà. Alors le chef n'a pas une minute à perdre. Dans quelques heures, une centaine d'invités viendront déguster sa cuisine. Ça, c'est la caillette de Loisan, une petite variante parce qu'il y a le foie de porc quand même, mais il n'y a pas les poumons. Les anciens, ils font avec des poumons. Ce que nous, on propose, c'est un mélange de la cuisine française de base, produits locaux, avec des accents mondiaux. Ça va? Ça va? Ouais, on va commencer, ouais. Il y a tout Loisan, là? Il y a tout Loisan. Ça va? Oh, Make with Love. C'est toi qui as fait? Non, c'est papa. Ah! Bon appétit. Merci Sergio. Un bon repas, un peu de musique et quelques rayons de soleil. Tous les ingrédients sont réunis pour un banquet comme Auz-en-Oisan en a le secret. C'est tous les jours comme ça. Là, on est un peu plus nombreux, mais c'est vrai que Ouz Village, c'est un endroit magnifique. C'est magique. Je ne vais pas dire qu'on ne connaît pas ça en Belgique, mais ici, c'est quand même mieux. Ça se passe plus souvent. Tout le monde est invité chez tout le monde à chaque fois. On a notre petite guinguette, c'est magnifique. Vous avez mis ce que je préfère. Les petites galettes comme ça, c'est mes préférées. Il y a une vie, oui. Il
y a un échange, il y a une fusion entre les gens, entre les villageois. Et par le biais de la gastronomie, eh ben, on ne peut que aimer. It was a teenage raiding and the old folks wished them well. You could see that the earth chew. Serge, Patty, Martine et les autres arrivent avec leur grand sourire et beaucoup de bonne volonté. Ils apportent à leur façon une petite touche du plat pays aux montagnes de l'Oisans. Bonjour. 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 Je fais mon petit marché parce que je quitte l'Oisan là et j'avais envie de rentrer avec des bons produits. Il me semble que je suis à la bonne adresse là. Oui. Qu'est-ce que vous avez de beau? Alors, moi j'ai de l'ail des ours. Ouais. Sinon j'ai des sels aromatisés, des pickles de courgettes, des cornichons, du sirop de menthe et de la confiture de rhubarbe. Tout ça vous le produisez ici? Oui. D'accord. En fait l'ail des ours je le ramasse en cueillette sauvage et tout le reste en fait c'est moi qui le cultive dans mon jardin. Vous avez quoi à la base d'ail des ours ça? Alors, vous avez ça et après vous avez le petit pot. Donc ça, c'est ail des ours à l'huile d'olive. Voilà. C'est un peu comme une petite tartinade, une petite Exactement. En fait, c'est comme une tapenade où il y a juste de l'ail des ours, du sel et de l'huile d'olive. Vous pouvez faire en tartinade, après vous pouvez en rajouter dans les quiches, dans les cakes, dans des omelettes, dans des salades. Vous pouvez avoir plein d'idées. Si vous gardez à l'esprit que c'est un condiment qui s'utilise de préférence en fin de cuisson, qui remplace l'ail et le persil. Bah écoutez, c'est parfait. Bah, je vais mettre ça dans mon petit panier de l'Oisan. Je peux vous en prendre un avec des ours à l'huile d'olive? Et bah si vous voulez, Sophie, j'ai encore mieux. C'est vrai? J'ai fait des sacs découvertes où du coup dedans, il y a ail des ours, confit d'oignon et pickles de courgettes. Et bah c'est parfait. Très bien, je vous prends ça. C'est combien? C'est 12 € s'il vous plaît. Très bien. Bonne journée. Hein. Et merci à vous. Au revoir. Avant de vous quitter, j'avais très envie qu'on traverse ensemble la petite commune de Villars-Rémont, qui est un charmant village qui culmine à 1500 mètres d'altitude et qui est considéré comme l'un des plus hauts villages de France et qui nous permet aussi d'admirer cette vue absolument magnifique sur l'Oisan et Bourdoisan qui est juste en dessous. Vous vous souvenez, au début de ce voyage, je m'interrogeais sur l'endroit idéal pour un véritable ressourcement. C'est pas facile à trouver, mais je crois que ça existe ici en Isère, ce retour aux valeurs fondamentales dans un milieu privilégié. J'ai eu un coup de cœur pour le lac du Lovitel où l'homme est toléré, il n'est que de passage avec cette réserve intégrale où il y a une réelle protection de la nature. Gaston Rebuffa, le célèbre alpiniste français, disait en parlant du massif des Écrins que sa véritable richesse tenait à sa rudesse et à sa sauvagerie et que c'était un lieu qui donnait du bonheur et procurait de l'émerveillement. Des mots que je pourrais généraliser à l'Isère et à tous ces merveilleux endroits que nous avons eu la chance de découvrir ensemble dans nos échappées belles. Vous le savez, vous pouvez revivre ces aventures et n'hésitez pas aussi à nous donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort et faites de beaux voyages.